Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants, et bienvenue. Installez-vous bien, car aujourd'hui on va faire un décryptage absolument fascinant. Une véritable plongée au cœur d'un chef-d'œuvre de la tragédie moderne du XXe siècle. On va analyser ensemble et en détail la toute dernière scène de l'Antigone de Jean Anouilh. Alors dès les premières secondes, il faut s'imaginer la tension sur le plateau. C'est littéralement palpable. Sur scène, on a trois présences cruciales. On a Créon, le roi de Thèbes, qui entre physiquement épuisé, vidé. Il est accompagné de son jeune page. Et puis, bien sûr, il y a le chœur, cette espèce de voix implacable de la vérité. Et justement, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette réplique qui, honnêtement, donne la chair de poule. Créon entre en scène et lâche « Ils dorment tous ». C'est bien. Ce qui est hyper saisissant ici, c'est l'utilisation de cet euphémisme tragique. Je vous rappelle que Créon vient littéralement de perdre son fils Aimon et sa nièce Antigone. Et pourtant, il les compare à deux amants au lendemain de leur première nuit. Il transforme la mort, qui est brutale, qui est froide, en une sorte de simple sommeil apaisant. Cet adoucissement volontaire de la réalité, ça installe d'emblée une atmosphère hyper lourde, un vrai silence de plomb. Et ça prépare parfaitement le terrain pour l'explication de texte qu'on va mener ensemble. Au programme aujourd'hui, on va d'abord résumer les événements, puis on fera une analyse de la langue, un point sur le lexique, on décortiquera les figures de style, avant de passer au contexte, à l'interprétation profonde, et on terminera par un débat ouvert. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le résumé des événements tragiques. Alors, imaginez-vous à sa place une seconde. Créon vient tout juste de découvrir les corps d'Aimon et d'Antigone. Seconde par seconde, il essaye psychologiquement de digérer cette perte absolue. Il pense vraiment que le pire est derrière lui. Mais le chœur, sans aucune pitié, intervient pour lui balancer une nouvelle totalement dévastatrice. Sa femme, la reine Eurydice, vient de se suicider en apprenant la mort de leur fils. Et regardez bien la comparaison sensorielle à l'écran, c'est du génie. Le chœur raconte les derniers instants de la reine, avec un vocabulaire hyper paisible. On sent une odeur de lavande, les corps sont lavés, reposés. Elle dort sur un de ses fameux petits lits jumeaux. Mais cette espèce de douceur domestique est percutée de plein fouet par une réalité brutale, le fait de se couper la gorge et cette large tache rouge qui s'étale sur les linges. C'est exactement cette juxtaposition de sensations qui crée le frisson. La violence n'est pas montrée, elle est racontée avec une douceur qui est franchement glaçante. On passe à notre deuxième partie, l'analyse de la langue. Si on doit retenir une chose du style de Jean Anouilh, c'est sa capacité incroyable à prendre un vieux mythe grec et à l'ancrer dans notre réalité, celle du XXe siècle, avec des anachronismes hyper frappants. Regardez le tableau. Il refuse totalement le langage noble de l'Antiquité. Eurydice, elle ne tisse pas une grande tapisserie mythologique majestueuse, non, elle fait ses éternels tricots pour les pauvres. Elle meurt dans une chambre avec des cadres de pluche. On est en plein dans un intérieur bourgeois hyper classique du XXe siècle. Et le clou du spectacle, c'est que la tragédie se termine sur l'horloge qui sonne 5 heures, l'heure du conseil. Ces termes de bureaucratie politique moderne rendent le tout encore plus inéluctable. Ce n'est pas la faute de Dieu lointain, c'est le rouleau compresseur d'une machine administrative quotidienne. Troisième étape, on va plonger dans le lexique et le poids des mots. Gardez bien en tête que dans cette tragédie, les répliques sont toujours argumentatives. Les personnages essayent de justifier leur choix, de se convaincre eux-mêmes face à l'absurdité du monde. Donc chaque mot pèse une tonne. Prenons le mot « posément » que le chœur utilise. La définition, c'est agir de manière calme, méthodique, sans se presser. Si on cherche un synonyme, on pourrait dire imperturbablement. Le chœur nous dit qu'Eurydice a terminé son rang de tricot posément, juste avant de se trancher la gorge. Mais pourquoi Anouilh choisit-il ce mot-là, précisément? Eh bien, c'est pour insister sur la tranquillité terrifiante de son acte. Ce n'est pas un coup de folie ou un crime passionnel. C'est lucide, c'est froid. C'est ce contraste entre le banal tricot et le suicide qui rend la scène complètement insoutenable. Et puis, il y a ce mot que lâche Créon, besogne. Si on regarde l'étymologie, c'est lié au besoin, à la nécessité. La besogne, c'est un travail dur, un labeur ingrat, la sale besogne comme on dit. Un bon synonyme serait une tâche ardue. Alors quand Créon dit à son page qu'ils ont une sale besogne à accomplir et que s'ils ne la font pas, personne ne la fera, c'est le cœur de son argumentation. Il essaie de justifier la mort de toute sa famille comme le prix inévitable de son job de roi. Il se défend comme ça. Il rationalise l'horreur absolue en réduisant le sacrifice humain à une simple corvée professionnelle qu'un ouvrier du pouvoir doit accomplir. Quatrième partie, les figures de style. Et là, sortez vos stylos. Prenez des notes parce qu'on va identifier ensemble 5 figures de style majeures qu'Anouilh utilise pour sculpter l'argumentation de ses personnages. Numéro 1, on l'a vu, l'euphémisme. Ils dorment tous, ça atténue le choc insoutenable de la mort. Numéro 2, l'anaphore. C'est cette répétition très insistante. Par exemple, quand Créon parle de ces tricots, de ces éternels tricots pour les pauvres ont éternellement besoin de tricots. Ici, Créon utilise cette figure pour dévaloriser sa femme, pour mettre de la distance et s'isoler émotionnellement. Numéro 3, l'antithèse éclatante entre la chambre qui sent la lavande
et la fameuse large tache rouge. Ça fait s'entrechoquer la vie bourgeoise et la mort sanglante. Numéro 4, la métaphore. On est là, devant l'ouvrage. Créon compare son règne tragique à un vulgaire chantier manuel. Et enfin, le paradoxe. C'est déchirant. Créon, l'homme le plus puissant de la ville, avoue à un enfant qu'il faudrait ne jamais devenir grand. Le pouvoir absolu le pousse à vouloir redevenir un petit garçon innocent. C'est très fort. 5e partie de notre analyse, le contexte et l'interprétation profonde. Toutes ces figures de rhétorique dont on vient de parler nous amènent au vrai message d'Anouilh, les conséquences ultimes et surtout isolantes des choix qu'on fait pour maintenir l'ordre. C'est à ce moment précis que le cœur prononce la véritable sentence de la pièce. Et tu es tout seul maintenant, Créon. Tout seul. Voilà. C'est ça, la punition suprême. Créon n'est pas assassiné, il n'est pas foudroyé par les dieux grecs. Sa vraie tragédie, c'est de survivre à tout ce qu'il a aimé. À vouloir maintenir l'ordre à n'importe quel prix, il a complètement vidé son propre monde. L'auteur nous montre ici que le tyran ou le bureaucrate trop zélé finit toujours dans une solitude glaciale et absolue. Et ça nous propulse vers la toute dernière réplique de la pièce. Lisez ça avec moi. Eh bien, si nous avons conseil petit, nous allons y aller. Et ils sortent, Créon s'appuyant sur le page. Mais c'est quand même fou, non? Toute sa famille est morte, son monde vient littéralement de s'effondrer, mais l'horloge sonne 5 heures. Et à 5 heures, il y a le Conseil des ministres. C'est vraiment l'illustration la plus cynique et la plus brillante de l'absurdité du pouvoir. La machine continue de tourner, de façon totalement mécanique, complètement indifférente à la souffrance. La routine administrative écrase le deuil. Enfin, 6e et dernière partie, notre conclusion et le débat ouvert. Pour résumer notre cours d'aujourd'hui, l'impact émotionnel de cette fin ne vient pas d'effets spéciaux ou de grands cris théâtraux, pas du tout. Il vient du silence, de ce calme presque morbide et de la bureaucratie qui reprend ses droits par-dessus les cadavres. Cette scène referme le piège sur Créon, qui est condamné à vivre avec sa propre logique. Alors pour clôturer cette analyse, je vous laisse avec ces questions pour notre débat. Créon est-il finalement la victime de son devoir, de son métier, ou est-il un tyran entièrement responsable? Pourquoi Anouilh choisit de terminer sur une réunion à 5 heures plutôt sur des larmes? Et ce cadre moderne, est-ce qu'il ne rend pas la tragédie encore plus absurde que chez les Grecs? Je compte sur vous pour y réfléchir. Merci à toutes et à tous pour votre super attention aujourd'hui et gardez toujours cet œil critique sur vos lectures. À très vite.